Bonjour à tous, je suis Bouba Kams, je suis réalisateur, mais également cadreur-monteur. Cette formation basée sur la vidéographie, et je partage un document pour nous aider à mieux comprendre. Ok, donc je disais tout à l'heure que je suis Bouba Kams, je suis réalisateur, je suis également cadreur-monteur. Et cette formation dédiée à la vidéographie, intitulé De l'image au montage, les clés pour réussir ces vidéos. Donc, voilà. Donc, cette formation a pour objectif de vous apprendre à concevoir, à filmer, monter et diffuser des vidéos de qualité professionnelle en maîtrisant les techniques de prise de vue, de prise de son, de storytelling et de montage vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant toute chose, pour toute vidéo, tout nécessite une préparation. C'est pareil que dans tous les domaines, les sportifs de haut niveau qui doivent se préparer avant de jouer un match, c'est pareil qu'à la vidéo. Avant toute chose, il faut se préparer. Et cette préparation comprend le storyboard, il y a aussi le scénario qui est l'un des éléments indispensables pour la production d'une vidéo. Le scénario intervient en pré-production, pendant la production et dans la post-production. Parce que il permet d'éviter les improvisations, les tergiversations, il structure le temps, on ne perd pas le temps, on sait on a un scénario, donc on ne va pas inventer encore des répliques pour nos acteurs ou nos intervenants sur les décors. Donc, ça facilite non seulement le tournage, mais aussi le montage. Parce que quand on monte des vidéos, on a un scénario bien établi, on gagne en temps sur un certain nombre de détails. Donc, c'est très indispensable, le scénario, la planification des plans. Vous savez, tout ça fait partie de la préparation. Ça fait partie de la préparation. Et avant de faire ma vidéo, avant de faire mon interview, je vais planifier les plans dont j'aurai besoin pour mon tournage. Bien avant d'aller sur le set, sur le lieu du tournage, j'ai mes différentes valeurs de plans que je vais noter à travers mon storyboard. Je prends l'exemple, je vais faire une interview. Donc, j'aurai besoin de deux plans caméra, un plan de face et un plan de profil. Donc, déjà, sur mon storyboard, j'ai déjà noté certaines informations. Et quand j'arrive sur le set, je n'ai pas le temps de réfléchir à tout ça. C'est très important de préparer tout parce que le temps est compté par moment. Quand on tourne dehors, sachant que la lumière du soleil varie, on ne peut pas perdre une heure en train de chercher le bon profil, en train de chercher le bon décor ou bien comment notre sujet va se positionner. Donc, il est important de préparer tout ça en amont avant d'arriver sur le set. Et à partir de ça, on a toutes les informations notées. Donc, on optimise, on capitalise et on avance. D'où le storyboard et les plans, les différentes valeurs de plans. Les différentes valeurs de plans nous permettent déjà de situer la scène. Il faut noter qu'il y a plusieurs types de valeurs de plans. Il y en a plusieurs. Ici, j'ai mentionné quelques-uns qu'on va ensemble voir. On va essayer de comprendre à quoi servent ces valeurs de plan. Vous notez, ici, il y a le plan large. C'est un plan de situation, mais bien avant celui-là, il y a le plan d'ensemble, qui est un plan bien plus large qui permet de situer la scène. Par exemple, dans ma vidéo, dans mon film, mon sujet me dit qu'il va à Paris ou il va à Abidjan. Pour permettre aux téléspectateurs de savoir où est le sujet, j'ai besoin d'un plan de situation qui me permet de montrer le paysage. Généralement, c'est la Tour Eiffel,
c'est des endroits bien connus de la ville. Si c'est Abidjan, c'est le plateau ou c'est la statuette Aquaba. Donc, ce sont des éléments indispensables qui permettent de montrer un vaste espace, un paysage, une ville, un décor, etc. Et faut aussi préciser que c'est pas pour autant lorsqu'on fait une vidéo, on va forcément débuter par un plan large. Tout dépend du genre du film. On peut être dans un film d'horreur où la première scène commence par, je sais pas, un gros plan sur un homme ensanglanté. Donc, tout varie en fonction des contextes. Donc, c'était important d'apporter cette précision. Ensuite, on va passer au plan moyen. Le plan moyen, c'est c'est un plan qui permet de mettre en action le personnage, son interaction avec son environnement. C'est un plan qui va de la tête aux pieds, comme on peut le voir ici avec notre sujet, de la tête aux pieds. On a aussi le plan poitrine. Le plan poitrine qui va de la tête à la poitrine jusqu'au buste. Voilà. C'est un plan qui met en avant les émotions tout en gardant une certaine distance. Lorsque nous sommes dans un dialogue entre deux personnes, on, on peut utiliser le plan poitrine pour permettre de bien voir la personne qui parle. On a un peu plus de détails sur la personne. On a des informations qu'on n'a pas nécessairement au plan taille, on peut l'avoir au plan poitrine. Et après ça, on passe au gros plan. Le gros plan, c'est un plan qui montre encore plus de détails, c'est-à-dire l'émotion. On peut avoir beaucoup d'informations dans ce plan. Ça exprime des détails importants, généralement de la tête au... C'est le visage, hein. Bon, pas vraiment de limite, c'est le visage. C'est un plan qui est plus basé sur le détail, qui va de la tête au menton. Voilà. Et après ça, il y a le très gros plan. Le très gros plan qui est encore plus prononcé que le gros plan. Maintenant, ici, j'ai ajouté une image qui montre un peu les différentes valeurs de plan. On voit ici le plan américain, on voit ici le plan italien, on voit ici le très gros plan, le plan plein moyen. Donc, c'est toutes ces valeurs de plan lors de la préparation de mon tournage que je note sur mon papier qui me permettront de optimiser, d'aller encore plus vite et d'avancer avec un plan détaillé pour mon tournage. Donc, ces éléments sont indispensables, sont très indispensables pour, pour le tournage. Alors, nous allons passer au choix du matériel. Puisque on se prépare, on a un scénario, on a notre storyboard, on a tous les éléments préparés, on aura besoin du choix du matériel. Le choix du matériel est indispensable pour un tournage. Lorsqu'on va tourner un clip vidéo, on a un type de matériel qu'on priorise. Lorsqu'on va faire un reportage, on a un type de matériel qu'on choisit. Lorsqu'on va faire une production cinéma, il y a un matériel adapté qu'on priorise. Donc, avant toute production, avant tout tournage, il est important de savoir ce qu'on va faire. C'est en fonction de ces éléments qu'on pourra choisir notre matériel. C'est très, très indispensable. Aujourd'hui, il y a des smartphones qui filment dans de très belles résolutions, des nouveaux smartphones, des iPhones, des Samsung qui ont une très belle résolution de l'image, qui donnent de très belles qualités, tout comme il y a des caméras professionnelles pour ceux qui en ont les moyens, qui nous donnent toujours des résultats impeccables. Voilà. Donc, on a le choix, dépendant de ce qu'on veut faire, dépendant de ce qu'on va filmer. On peut aller filmer une information, on peut se trouver quelque part, pardon, et il y a quelque chose qui se passe, on a eu le temps de capter l'élément avec son smartphone. Et si par exemple, on doit ramener cette vidéo à notre groupe d'amis ou à des personnes qui attendent, on ne va pas plutôt se pencher sur la qualité de l'image ou sur la stabilité, etc. On va plutôt se pencher sur le son et l'image. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on entend, est-ce qu'on peut vraiment euh, accepter ce contenu? Mais par contre, lorsqu'on est
dans une situation de production audiovisuelle professionnelle, on est plus regardant sur la qualité du contenu. Lorsqu'on va diffuser notre film dans une salle de cinéma, on tient compte de certaines informations, de certains détails et de la qualité de l'image, y compris la résolution. Donc, c'est deux aspects différents qui nous permettront d'avoir des contenus en fonction de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on doit faire. Donc, pour les smartphones, aujourd'hui, il y a des festivals de films qui demandent, euh, qui demandent des films produits avec des smartphones. Il y a des films réalisés du début à la fin avec des smartphones. Donc, on a l'option, on a le choix, on a la possibilité de choisir en fonction de ce qu'on va faire ou de ce qu'on veut faire. Bon, avant d'avancer, je ne sais pas si on a des questions, si certaines personnes souhaitent poser des questions, peuvent lever la main. OK, décidément, il n'y a pas de questions. Donc, pour faire une belle vidéo, pour faire une vidéo professionnelle, cela nécessite un téléphone portable, un smartphone ou une caméra professionnelle. Et une image, c'est une vidéo, c'est déjà le son et l'image. Et une image stable est plus facile à regarder qu'une image qui tremble, qu'une image instable. Donc, pour faire une vidéo avec des équipements, dépendant de ce qu'on va faire, toujours, on a le choix d'utiliser, par exemple, une caméra professionnelle ou un smartphone. Dans le cas où on a une caméra professionnelle, pour avoir une image stable, il nous faut un trépied, un gimbal, un stabilisateur Steadicam. Dans le cas où on utilise un smartphone, aujourd'hui, on a des stabilisateurs qui, qui sont adaptés pour des smartphones, qui permettent de stabiliser l'image. C'est indispensable. Mieux vaut voir une image stable que de voir une image qui tremble. C'est plus facile à regarder pour la télévision. Lorsqu'on regarde le journal télévisé, la caméra est sur le trépied, le présentateur présente le journal. Voilà, c'est généralement des trépieds qui sont utilisés. Pour des émissions de télévision, même pour le journal, la présentation, il y a plusieurs caméras, d'où les différentes valeurs de plan, les mouvements caméra. Il y a même des caméras sur des grues. Il y a beaucoup d'options. Mais généralement, pour des images stables, lorsqu'on n'a pas les grands moyens, on peut stabiliser avec un trépied. On peut stabiliser avec un trépied pour smartphone. C'est plus facile. Si on veut faire du mouvement, on peut se prendre un gimbal avec un boîtier, que ce soit un DSLR ou des grosses caméras ou des productions cinéma ou des grosses productions de clips vidéo, etc. On peut avoir des Steadicam qui sont plus utilisés en cinéma. Les Steadicam offrent une possibilité à l'opérateur de faire tout type de mouvement. Il y a la fonction FPV, il y a la fonction rotation. La caméra fait une rotation sur elle-même. Et c'est encore plus facile. C'est-à-dire, avec le Steadicam, on peut passer du gros plan à un plan large. Il suffit que l'opérateur fasse un mouvement de l'avant à l'arrière. Donc, pour des prises, par exemple, pour un clip vidéo, pour des scènes playback, on voit que le Steadicam fait le tour, tourne autour tourne autour des gens, des personnes qui sont dans la scène. C'est plus facile à manipuler cet appareil. Maintenant, on a la possibilité de stabiliser une image en post-production. Aujourd'hui, on a une variété de logiciels de montage qui nous permettent de stabiliser nos images en post-production. C'est le cas du logiciel Adobe Premiere Pro, ici présent à gauche. Moi, personnellement, j'utilise le logiciel Adobe Premiere parce que je travaille avec ce logiciel depuis que j'ai commencé à faire le montage vidéo. C'est un logiciel facile à utiliser. N'empêche qu'il y a d'autres logiciels professionnels aussi dédiés
au montage, qui sont Final Cut Pro, DaVinci Resolve, et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et moi, je suis un utilisateur d'Adobe Premiere. Donc, dans mon logiciel de montage, j'ai la possibilité de stabiliser mes images en post-production. Une image que j'ai filmée qui tremble, bon, il y a un certain niveau quand même. Parce que une image filmée à main levée avec une caméra ou un smartphone qui tremble légèrement, voilà, c'est rattrapable en post-production. Mais si l'image est à un niveau où c'est irrécupérable, même quand on utilise le logiciel de montage, ça sera difficile pour nous de stabiliser ce contenu. Donc, c'est très important. Il y a aussi des boîtiers DSLR qui ont la fonction de stabilisation interne. C'est le cas du logiciel Catalyst Bros avec la Sony. Pour ceux qui ont déjà utilisé la caméra Sony, généralement, principalement la FX3, la FX6, la FX9, ils ont la FX3 surtout qui a un boîtier stabilisé, c'est-à-dire qu'on peut filmer à main levée et la caméra va enregistrer des données gyroscopiques qui vont pouvoir être intégrées dans le logiciel Catalyst Pro et stabiliser les images après. Donc, c'est un avantage pour des scènes ou bien pour des productions où on n'a pas les moyens de se louer un gimbal, un stabilisateur. On peut utiliser par exemple une Sony et filmer à main levée. Maintenant, après, en post-production, on verra comment stabiliser, comment utiliser cette donnée-là pour nous permettre de récupérer nos rushs. Donc, je reviens encore sur le scénario, la préparation. Tout ça, c'est des éléments indispensables parce que lorsqu'on sait qu'on a la possibilité de stabiliser notre plan en post-production ou même depuis le tournage, tout ça fait partie intégrante du scénario. Parce que si dans mon scénario, c'est écrit que le personnage, le personnage A marche vers le personnage B ou le personnage A court, va vers le personnage C, depuis le scénario, on sait automatiquement quel type de matériel on va utiliser pour réaliser cette scène. Donc, le scénario, c'est important. Un bon scénario, c'est important. C'est important d'avoir un bon scénario. Je prends le cas de la série Prison Break, que tout le monde a regardé partout dans le monde entier. C'est une série, pour moi, c'est la meilleure série parce que le scénario, il est bon. Le personnage de Michael Scofield est très bien écrit. Et lorsqu'on regarde cette série, il y a des rebondissements. À la fin de chaque épisode, on se demande, mais est-ce qu'ils vont s'évader? Non. On nous amène encore à une nouvelle histoire. À la fin, on se demande, est-ce qu'ils vont les attraper? Non. Ça nous ramène encore une autre histoire. Donc, le scénario nous amène à rester scotché sur notre film, à revenir. Parfois, quand c'est diffusé une fois par semaine, on est pressé que le jour suivant arrive pour pouvoir regarder encore notre série préférée. Donc ici, ça capte l'attention, l'intérêt du spectateur jusqu'à la fin. Mais lorsqu'on regarde un film où on n'est pas, dès les premières minutes, on n'est pas intéressé on n'est pas, on a vu une scène qui ne nous plaît pas ou on a vu des choses qu'on n'aime pas, automatiquement on décroche. Donc c'est la base, c'est la base. Tout comme le choix du matériel. On va faire un film, on a besoin pour ceux qui regardent beaucoup les séries, il y a une série Damsel qui est sur Netflix. Et pour ceux qui ont vu la série, la quasi-totalité des scènes sont sombres, sont tournées en basse lumière. Donc, lorsqu'on regarde le behind the scene, le DOP nous dit quoi? Qu'il savait il allait avoir des scènes sombres, des scènes tournées en basse lumière. Donc, il a privilégié un certain type de matériel. Il a tourné avec la Sony Venice 2 parce que la Sony, ce sont les rois en basse lumière. Ils ont une capacité de filmer en basse lumière avec peu de lumière et te donner un très beau rendu. Donc, c'est important de savoir de quoi il s'agit, de savoir ce qu'on va filmer, de savoir ce qu'on va faire, d'où ça nécessite une préparation avant le tournage. OK.
Une fois qu'on a tous ces éléments, on va passer à la configuration de notre boîtier. Vous savez, la qualité de l'image surtout compte beaucoup. Lorsqu'on fait le cinéma, lorsqu'on fait des productions, des grandes productions, des clips vidéo, etc., des reportages, des documentaires, la qualité de l'image est un élément indispensable. Pour ça, il faut configurer son boîtier, il faut configurer sa caméra, son smartphone, de sorte à utiliser les performances de l'appareil qu'on a, les meilleures, et avoir un rendu propre, un rendu fluide, avec une plage dynamique professionnelle belle. Donc, pour tout type de caméra, nous savons qu'il y a les ISO, la balance des blancs, l'exposition et la cadence d'image. Ce sont des éléments qui vont de pair. Toute caméra professionnelle a ce qu'on appelle l'ISO. Parfois, c'est écrit quelque part en haut à gauche, les boîtiers Canon ou des boîtiers Blackmagic, il faut rentrer à l'intérieur, ou des Sony, quand on regarde sur le moniteur de la caméra, c'est écrit ISO, ouverture, exposition, cadence d'image. Ce sont des détails importants. Et chaque boîtier dispose de ce qu'on appelle l'ISO natif. Donc, avant de filmer avec un boîtier professionnel, je dois faire des petites recherches sur mon boîtier pour savoir quel est mon ISO natif. Donc, quand je filme à ce chiffre-là, je n'ai pas de problème sur l'image. Ici, sur notre image, on voit que l'ISO natif est à 400. Sur l'image de gauche où c'est écrit ISO, c'est à 400. À 800, on a ce qu'on appelle le bruit numérique. À 800, pardon, l'image s'expose et à 1600, l'image est surexposée. À 200, l'image est sous-exposée et à 100, c'est encore très faible. Et quand on est à 100, on a de fortes chances de prendre ce qu'on appelle le bruit numérique. Le bruit numérique, ou on peut appeler les grains, pour certains, ce sont des rayures, c'est du bruit qui se met sur notre image et à la fin, c'est vilain, c'est sale, on ne peut pas l'exploiter. Donc, il est important de connaître ces informations, d'avoir ces détails avant de commencer à filmer. Et lorsque la caméra dans, est réglée comme il se doit, est réglée aux normes, on évite déjà beaucoup de problèmes qui peuvent survenir en post-production. À droite, on a l'histogramme. L'histogramme, c'est un instrument qui permet de mesurer l'exposition de notre image. L'exposition, c'est un élément indispensable parce que beaucoup de personnes ont du mal à exposer naturellement leurs images. Parfois, tu peux regarder et ce que tu vois te semble bon. Mais il est important de regarder l'histogramme de notre caméra. Et lorsque notre caméra nous dit que c'est bon, à 100%, le résultat est bon. À 100%, le résultat est bon. Donc, il est important de travailler avec l'histogramme. L'histogramme, c'est un élément qui va vous permettre de savoir si vous êtes dans les normes ou pas. Que ce soit en ISO, que ce soit en exposition d'image, que ce soit dans la white balance qu'on appelle la balance des blancs. Si on tourne une vidéo qu'on n'a pas une bonne balance des blancs, après, en post-production, on va se rendre compte que les images ou les couleurs ne sont pas, les bleus ne sont pas véritablement bleus, ou les rouges ne sont pas véritablement rouges. Aujourd'hui, certains boîtiers ont passé ce cap parce qu'il y a des boîtiers professionnels qui arrivent à régler automatiquement la balance des blancs, qui arrivent à te donner le meilleur. Et généralement, la lumière du jour avec la balance des blancs, c'est 5600 K. Bon, 5600 Kelvin, parce que la lumière s'exprime en Kelvin. Donc, quand vous voyez sur les images 5600 K, 4200, 3200, tout dépend de la scène qu'on filme. Mais il est important de tenir compte de ces informations pour avoir son sujet très bien exposé, pour avoir des ISO très bien réglés et pour avoir un très beau rendu. Ce qui nous ramène à la cadence d'image. Ici, on va parler de la profondeur des champs et du focus. Ces éléments généralement sont utilisés sur des boîtiers professionnels, mais des boîtiers aussi semi-professionnels et même des smartphones. La profondeur de champ
plus le chiffre est élevé, plus notre zone de netteté est large. Je m'exprime, j'explique. On veut filmer une scène, il y a plusieurs personnes, où on veut montrer un plan large. On va privilégier une profondeur de champ large avec un gros chiffre. Par exemple, F à 8, à 10, à 20, tout dépend de comment on a exposé, comment on a configuré notre boîtier. F22, donc c'est ce qu'on voit ici à travers notre image, plus grande profondeur de champ, plus petite ouverture qui est en bas. Donc, plus le chiffre est grand et la profondeur de champ est grande, est vaste. Donc, on peut voir tout le monde de manière nette. Plus le chiffre est bas, est petit, en bas, ouverture F4 et la zone de netteté est faible. Généralement, pour des plans d'ensemble, on utilise un chiffre grand pour voir le décor, dans l'ensemble, tout est clean, tout est mis au point, il n'y a pas d'image floue. Pour des plans d'ensemble, pour des plans taille, on a cité les différentes valeurs de plans, pour des plans taille, pour des plans de demi-ensemble, la valeur de plan, pardon, l'ouverture compte beaucoup et est indispensable. Pour des boîtiers cinéma, pour ceux qui utilisent des boîtiers professionnels, des zooms ou des boîtiers cinéma, vous ne verrez pas la lettre F, mais vous verrez plutôt la lettre, la lettre T, parce que là-bas, l'ouverture s'exprime en T. Donc, tu peux aller faire une vidéo et tu vas te baser sur tes informations que tu as et tu vas voir que généralement, tu es habitué à avoir F, F, F. Mais quand tu prends un objectif cinéma, là-bas, ça s'exprime en T. Donc, tu vas voir le T. C'est la même chose, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Donc, pour des smartphones, eh bien, il y a des smartphones qui permettent de corriger ou de régler l'ouverture de notre capteur, de notre focale intégrée à notre smartphone. C'est le cas avec les iPhones. Les iPhones, les smartphones, les iPhones permettent de régler l'ouverture de la focale et réduire la zone de netteté pour plus mettre en avant notre sujet, mettre l'accent sur notre sujet. C'est-à-dire, on veut filmer quelqu'un, notre sujet, on veut flouter l'arrière-plan de sorte que l'arrière-plan ne soit pas visible. Donc, on va avoir notre F qui sera F 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 jusqu'à 2 points. De F 1.4 jusqu'à 2 points, on a une zone de netteté très faible. Ici, sur notre document, ça va jusqu'à F 5.6. Donc là, dans ces normes, ça va. Plus le sujet est mis en avant, l'arrière-plan est flouté, dépendant du chiffre. Plus le chiffre est bas, le flou est accentué. Le chiffre est à 5.6, le flou est moins accentué. Pour des prises d'ensemble, de demi-ensemble, pour des prises où on veut montrer une situation, un quartier, un endroit, on va plutôt privilégier le chiffre 8, F, les lettres F/8, de F/8 à F32. Tout dépend du boîtier qu'on utilisera, tout dépend de la caméra. Donc, ces informations peuvent être données, mais ne peuvent pas s'appliquer de manière universelle à tous les boîtiers, parce que chaque boîtier a ses propres réglages, chaque boîtier a son ISO natif. Donc, c'est important d'effectuer une petite recherche quand on achète un boîtier à ce qu'on appelle la fiche technique, où toutes ces informations sont rentrées. Donc, en tant que cadreur, en tant que réalisateur, en tant que DOP, on a le devoir de s'informer avant sur le matériel qu'on utilise, bien avant de procéder au tournage. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Si des gens veulent poser des questions, des personnes veulent poser des questions, vous pouvez lever la main. OK, il n'y a pas de, il y a pas de questions. Donc, on va poursuivre. Et là, je vois un message. OK. Et là, on passe à la résolution et le profil d'image. La résolution d'image, aujourd'hui, avec
l'arrivée de la 4K, de la 8K. Avant, on était plutôt à Full HD, à HD. Voilà, maintenant, il y a l'évolution. Il y a des télévisions qui permettent de regarder des contenus en 4K, en 5K, en 8K. Bon, bien que la 8K n'est pas encore partout, mais la 4K et la Full HD sont les formats universels. Et pour une belle vidéo, on n'a pas besoin d'une grande résolution à l'export. Pendant l'enregistrement, si on a la possibilité d'avoir les images à une très grande résolution, tant mieux. Mais à l'export, on n'a pas besoin. Parce que si on exporte notre vidéo en 8K, bon, on ne pourra pas la regarder, on ne pourra pas... C'est pas toutes les enceintes qui disposent de cette résolution ou d'un appareil permettant de diffuser en 8K. Donc, la résolution est un élément important pour la vidéo. Lorsqu'on filme en, en 4K, on a plus de pixels. Lorsqu'on filme en 5K, en 8K, on a encore plus de pixels. Donc, il est indispensable pendant mon tournage de filmer à une très haute résolution. Je sais que je vais faire ma vidéo, mon film, mon clip vidéo. Ma caméra me dit que je peux filmer jusqu'en 8K. C'est le cas des caméras RED, la Helium 8K. Il y en a même la 12K, parce qu'il y a la Blackmagic qui a sorti un boîtier, la USA, la Blackmagic USA Mini qui filme jusqu'en 12K. Mais entre nous, on n'a pas nécessairement toute l'architecture, tout le matériel pour filmer en 12K. Parce que pour des productions modestes, avec peu de moyens, si on filme en 12K, cela veut dire on aura besoin d'un important espace de stockage pour stocker les contenus. 12K, une minute de 12K peut-être équivaut à 200 gigas, voire 1 Tera d'images. Pourtant, si on a filmé sur toute une journée, on n'est pas en mesure de stocker tout ça. Donc, dépendant de ce qu'on va faire, la Full HD nous suffit largement. La Full HD, c'est largement suffisant. Maintenant, en tant que cadreur, en tant que vidéaste, en tant que jeune apprenant qui veut faire de la vidéo, généralement, les boîtiers professionnels filment en 4K. Ils ont tous la résolution 4K intégrée. Donc, je filme ma vidéo en 4K pour avoir plus de pixels et j'exporte ma vidéo en Full HD, qui est aujourd'hui l'une des normes. Regardez partout, sur tous les écrans, téléviseurs, les téléphones. Et là, ma vidéo sera encore plus belle et aura une très belle qualité d'image. Donc, pour la résolution, c'est important de connaître, de savoir ce qu'on veut faire et de savoir quel rendu on veut donner. De savoir, c'est très important. Et d'où la résolution, le profil d'image. Le profil d'image, euh, aujourd'hui, avec la venue des boîtiers, des DSLR, des boîtiers hybrides, des nouvelles caméras, on a facilement des profils intégrés dans des caméras. C'est le cas de la Sony avec le S-Log 3, le cas de la Blackmagic avec le Biro, le RAW de la Blackmagic. Il y a le Rec 709. Il y a tellement de profils d'images que on a le choix entre tous ces différents profils, dépendant de ce qu'on veut, dépendant de notre workflow. Bon, j'utilise le logiciel DaVinci Resolve pour mes montages. DaVinci qui est aujourd'hui associé à Blackmagic. Donc, je filme en Blackmagic, je monte en DaVinci. Le workflow, il est compatible, ça va vite. Je filme avec le ProRes, je monte avec mon éditeur Final Cut Pro. C'est plus facile, ça demande pas beaucoup de ressources matérielles ou ça ne demande pas un grand processeur parce que tout ça est compris. C'est le même constructeur. Ils ont tenu compte de tous ces éléments avant de concevoir le système RAW ou bien avant de concevoir le logiciel. Donc, il est important de définir son workflow,
savoir je suis plutôt de quel côté, c'est-à-dire, je suis plutôt un fan des Sony. Pourquoi j'aime la Sony? Je sais que je tourne généralement en Afrique où les villes sont par moments sous-exposées. Il y a très peu de lumière, donc je privilégie un boîtier qui fonctionne mieux en basse lumière. En même temps, ce boîtier, il me permet de sortir le S-Log 3 de ma Sony. Il y a le RAW aussi avec la Sony, c'est quoi la FX9, où il faut associer le moniteur Atomos pour ceux qui utilisent la FX3. Il faut associer le moniteur Atomos pour bénéficier du RAW 10 bits de la Sony. Donc, je tourne en Sony, je tourne en basse lumière, mais j'ai quand même des petites lumières pour m'aider à éclairer mes sujets. Je monte directement dans mon logiciel qui est Adobe Premiere. Le workflow, il est plus facile. Donc, je fournis moins d'efforts, je réfléchis moins, j'ai j'ai moins de prise de tête. Par contre, j'ai un important espace de stockage disponible chez moi. J'ai une machine, une bête de machine de montage où je peux stocker assez d'images. Je tourne avec ma Blackmagic, la 6K Pro, par exemple. Je tourne mes images en bureau, en 6K. Je monte depuis le logiciel DaVinci Resolve qui supporte ces rushs sans avoir besoin à installer des plugins, avoir besoin d'installer des, des logiciels supplémentaires ou nécessiter des conversions. Donc, j'ai ces éléments-là bien détaillés. Voilà, je travaille avec DaVinci. Mon workflow, il est compris, il est fluide, il est simple. Filmer avec un smartphone, c'est pareil. Aujourd'hui, on a des applications qui nous permettent de filmer avec son téléphone portable et d'avoir des profils neutres, comme sur notre photo à droite. Il y a l'application Filmic Pro, bon, qui est payant, et il y a des options gratuites. Toujours avec la marque Blackmagic Camera, on a la possibilité de télécharger cette application sur Apple Store, sur Play Store, l'installer sur notre téléphone, la configurer. Et avec cette application, on peut filmer comme si on avait une caméra professionnelle. Donc, on a les réglages ISO, ouverture, balance des blancs, etc. Donc, sur notre smartphone, on donne un rendu professionnel. Bien que dans la qualité, on peut sentir une différence entre une image professionnelle et une image filmée avec un smartphone. Ok. D'où la lumière, parce que ce sont des étapes qui se rejoignent. Quand je filme avec un boîtier, je configure mon ISO, je configure ma white balance, je prends un objectif cinéma qui a une ouverture peut-être à T ou à F 2 points maximum ou 1,8 maximum. Il me faut de la lumière. La lumière, ça fait partie de l'image. La lumière nous permet de composer, d'éclairer notre scène. Et on a des éclairages naturels comme des éclairages artificiels avec ici sur notre image des, des spots, comment créer un décor. On voit ça souvent des productions hollywoodiennes tournées à 100% en studio. Pourquoi ils tournent à 100% en studio? Parce que c'est difficile de contrôler la lumière du jour. La lumière du jour, elle bascule, elle avance, elle avance. Lorsqu'on tend vers midi, c'est encore plus clair, ça devient encore plus fort. Et lorsqu'on tend vers 16 h, vers 18 h, le coucher du soleil, la lumière euh, s'assombrit. On a besoin d'un spot, on a besoin d'un éclairage artificiel pour éclairer notre sujet. Donc, pour pouvoir faire son tournage, depuis le scénario, ça nous ramène encore un scénario. Je sais que j'ai plusieurs scènes dehors, je sais que j'ai des scènes de nuit. Donc, dans ma préparation, je choisis mes lumières que je vais utiliser pour mon tournage. Et avec ces lumières, je peux maintenant éclairer mes scènes. Si je veux tourner avec mon smartphone, que je n'ai pas de lumière, je vais utiliser la lumière du soleil. Je m'arrange à avoir un programme bien défini. Quand j'arrive sur mon set, je ne perds pas de temps. J'ai mes prises de vue déjà choisies, j'ai mes plans, j'ai mon cadre qui est défini, j'ai mon scénario qui est écrit, qui est programmé, mon sujet en face de moi.
est prêt, on démarre le tournage, tac, en 1 heure, on a fini le tournage. On ne perd pas le temps. Quand on a la lumière artificielle, on a un spot, on peut la configurer comme on veut. On voit parfois des scènes de jour tournées la nuit dans des films. À travers la lumière, c'est possible. On peut créer des scènes jour tournées la nuit, tout comme on peut créer des scènes nuit tournées en journée. Pourquoi tu fais comme ça? Là, on va couper le micro. OK, excusez-nous. On peut tourner des scènes jour la nuit à travers la lumière. La lumière. Et tout comme on peut tourner des scènes nuit le jour. Il y a des manières de placer la lumière, il y a des configurations nécessaires, il y a des types de lumière adaptés en fonction des scènes. Il y a des lumières qui créent des effets éclairs, qui créent des effets sirènes de police, ambulance. Même quand on est en train de filmer une scène où notre sujet est en train de regarder la télé, on a la possibilité de reproduire cet effet de variation de lumière sur le visage de notre sujet à travers notre lumière. Donc, au cinéma, on voit le rendu final, mais on ne se pose pas la question de savoir comment cet effet a été réalisé, comment cette, euh, cette scène a pu être configurée. À travers la lumière, tout est possible. Donc, il est important, lorsqu'on tourne dehors, il est important d'avoir un plan défini, de capitaliser sur son temps, d'avoir un programme bien écrit, d'avoir un storyboard qui nous relate tout ce qu'on doit faire. Comme ça, on avance vite. Sinon, on sera obligé de tourner quelque chose et quand on va regarder, après, on verra que dans les débuts, notre sujet, il est bien éclairé et plus on avance, l'image noircit, l'image s'assombrit. Et ça, même à l'étalonnage, on ne pourra pas récupérer, c'est irrécupérable. Parce qu'on ne pourra pas changer certains détails. Ça va se sentir. C'est vrai, notre sujet sera très bien éclairé, mais on va sentir qu'il y a une variation. Or, à travers l'éclairage en studio, l'éclairage artificiel, tout est possible. On loue un studio, on a tout notre équipement placé, on a tout le temps de réaliser la scène qu'on veut. À travers même aujourd'hui, il y a des fonds verts, il y a des fonds bleus, il y a même des écrans qui permettent de détourer des personnages, de les intégrer dans d'autres décors. Donc tout ça, c'est possible à travers la lumière du studio, à travers le set qu'on va configurer. Donc pour une vidéo, c'est important d'avoir la lumière, c'est important de savoir éclairer son sujet. Il y a l'éclairage en 3 points, dépendant de ce qu'on filme. Si on a pour volonté de montrer le sujet, on peut placer la lumière de face, de profil légèrement, créer un petit contraste, essayer de détacher le sujet du décor, mettre une lumière de background pour détacher un peu la zone. Il ne faut pas filmer tout l'arrière sombre, tout l'arrière noir. Donc, c'est un élément indispensable. Pour les smartphones, il y a des petites keylights qui s'ajoutent à des trépieds qui nous permettent de filmer tout en maintenant la caméra. On a notre lumière au-dessus de la caméra. Donc, on éclaire notre sujet directement. Pour un reportage, on remarque bien lorsqu'il y a un reportage à la télé et on voit les cadreurs avec des grosses caméras sur l'épaule ou sur un trépied et des lumières placées à l'aide d'un bras magique, d'une extension, placées sur la caméra, placées en face pour éclairer directement le sujet. Pour des tournages professionnels, cinéma, on remarque qu'il y a des grands trépieds ou des pieds girafes, des systèmes permettant d'accrocher des lumières en haut, tout au-dessus, pour faciliter la prise de vue, l'éclairage de la scène aussi, de sorte qu'on ne puisse pas voir la lumière dans le champ. Donc, c'est important de tenir compte de la lumière pour notre tournage, en fonction aussi de ce qu'on fait comme tournage. Alors, ce qui nous amène directement au son. Le son, je peux dire qu'on peut regarder une image qui n'est pas belle, qui n'est pas de qualité, mais on entend très bien. C'est-à-dire que je suis sur les réseaux, je scrolle, je vois une image de quelque chose qui se passe dans un autre pays. J'entends très bien, c'est largement suffisant. Je vois, c'est bon.
c'est tout. Mais une image qui est belle et le son n'est pas bon, on ne peut pas poursuivre. On enlève ça directement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une image qui est belle et le son est médiocre, impossible de regarder. Par contre, un son qui est bien pris et l'image est 4 sur 20, 5 sur 20 ou bien 5 sur 10, pardon, 4 sur 10, 3 sur 10, ça va. Du moment qu'on voit, on voit les silhouettes, on entend bien, on peut regarder. Quand on regarde des films, on voit aujourd'hui nos jeunes sœurs, nos mamans à la maison regarder des feuilletons. Bon, ce n'est pas à critiquer les films, mais parfois, c'est l'histoire qui maintient plus nos mamans à regarder ces films. C'est l'histoire qui permet à ces téléspectatrices de rester toujours devant la série, à venir chaque soir à regarder l'histoire, le son, l'image. Elles regardent juste, elles comprennent, c'est bon. Elles n'ont pas besoin des belles images, tournées avec les dernières caméras, des mouvements professionnels, non. Donc, le son est un élément clé dans une vidéo. C'est un élément indispensable, d'où le choix du matériel, du son. On a deux possibilités pour prendre le son lorsqu'on fait une vidéo. On a la méthode interne et la méthode externe. Ici, je vais vous donner tous les détails, tous les éléments et comment prendre un bon son de qualité de manière externe lorsqu'on filme avec une caméra professionnelle et lorsqu'on filme avec un smartphone. D'abord, on a un dictaphone. En premier lieu, on a un dictaphone. Si on fait une interview, on peut poser le dictaphone sur la table, quelque part pas loin de la personne qui parle, et à travers ce dictaphone, enregistrer le discours de la personne qui parle. On peut prendre ce son avec un micro-cravate. Aujourd'hui, il y a des micros sans fil qui existent un peu partout, qui ne coûtent pas tellement cher. Voilà, c'est des micros qu'on connecte à un smartphone, à une caméra professionnelle, et ces micros-là peuvent prendre le son de manière professionnelle et nous permettre d'avoir un son audible. On entend bien, ça va. Il y a aussi des micros-pêches, des micros Rode, la marque Rode qui fait de très bons micros qu'on utilise beaucoup pour les productions cinéma. Il y a le micro Schneider. Bon, eux qui sont encore plus avancés, qui peuvent te prendre le son jusqu'en 5.1. 5.1, c'est un peu comme le RAW à l'image. Tout à l'heure, on a parlé du S-Log 3, on a parlé du bureau de la Blackmagic. En son aussi, on a le 5.1, le 7.1, qui sont plus utilisés en cinéma. Donc, ce sont des formats qui offrent plus de flexibilité lors du mixage, de la masterisation à l'ingénieur son pour traiter le son. Donc, aujourd'hui, il y a des micros sans fil, comme je le disais, qui permettent de prendre le son de manière limpide, fluide et sans problème. Parce qu'avec les micros-cravates, pour ceux qui utilisaient avant les micros Boya, qui étaient un peu plus répandus sur le marché, on se rendait compte que lorsqu'on connecte le micro et l'acteur fait un mouvement brusque, le micro automatiquement se déconnecte de l'émetteur ou est mal rentré dans l'émetteur. Donc, c'est comme si le son n'était pas bon, le son crachait par moments et c'était désagréable à entendre. Mais aujourd'hui, avec les émetteurs et récepteurs sans fil, on n'a plus ces bobos-là. Naturellement, le son est parfait, le son est bon, on fait notre prise et voilà, on a moins de soucis. Vous filmez avec un smartphone, toujours en essayant de prendre le son de manière externe. On peut même utiliser un smartphone pour prendre le son. C'est-à-dire, je vais faire mon interview avec ma caméra professionnelle ou avec mon téléphone portable. Je peux utiliser mon smartphone pour prendre le son de cette interview. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pose ma caméra sur un trépied et je rentre dans mon second téléphone, je rentre dans l'application Dictaphone. Tout smartphone dispose de cette application. Enregistrement, enregistreur, dictaphone. Ça se trouve dans tous les smartphones, que ce soit Android ou système iOS. Donc, à travers cette application, j'enregistre le son. Et quand j'enregistre le son depuis mon smartphone, j'ai mon son témoin qui est sur la caméra.
qu'après, je vais utiliser dans le logiciel de montage et synchroniser ces deux sons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je veux filmer une vidéo, je prends ma caméra, je la pose. La caméra enregistre naturellement le son en interne. Donc, je prends un second smartphone où j'entre dans l'application dictaphone, enregistreur ou enregistrement. Je lance un enregistrement depuis mon second smartphone et je lance un enregistrement depuis ma caméra. Donc, quand mon sujet il parle, le son de ce sujet est pris à travers mon smartphone. Ce qui veut dire que je me rapproche de lui. Si c'est une scène qui ne nécessite pas à cacher toute l'équipe technique, par exemple, c'est une interview, une conférence de presse, je dépose mon téléphone sur la table et je vais derrière ma caméra, j'enregistre. Donc, pendant que mon sujet il parle, mon son enregistre non seulement sur ma caméra professionnelle, mon smartphone, et aussi sur mon second smartphone qui est sur la table ou qui est dans la main d'un ami qui m'aide à prendre le son. Une fois tous ces éléments rassemblés, je vais en post-production et en post-production, je synchronise ces deux sons. La synchronisation peut se faire manuellement ou automatiquement. Il y a des plateformes qui permettent, avec Adobe Premiere, qui permet la synchronisation automatique directement. J'associe mes deux pistes et je synchronise. Ça se fait et c'est correct. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de son décalé. Non, tout est correct. Donc ça aussi, c'est une option pour filmer et prendre le son en externe. Maintenant, dans le cas où je n'ai pas la possibilité de prendre le son en externe, je dois tenir compte de mon environnement. Par exemple, si je veux filmer et prendre le son depuis ma caméra ou mon portable, je dois faire une interview, je dois privilégier mon environnement. Je ne peux pas me mettre au marché d'Adjamé ou au marché de Cocody où il y a une foule, il y a du bruit, des taxis, des véhicules, et dire que je vais enregistrer avec mon micro interne. Non, parce que le bruit ambiant sera tellement que je ne pourrai pas avoir des informations ou je ne pourrai pas avoir le son de la personne qui parle. Donc, il est important de réduire, de tenir compte de mon environnement et de réduire le bruit environnant au maximum. Aussi, je, je tiens compte de, je peux utiliser aussi des logiciels pour traiter ce son. C'est-à-dire, si j'ai filmé avec la caméra avec le micro de la caméra, il y a des logiciels de la post-production qui peuvent nous permettre de traiter ce son. C'est vrai, on n'aura pas un rendu comme si c'est filmé avec un équipement dédié, un micro spécial, mais quand même notre sujet pourrait être audible. Et pour ça, il y a plusieurs logiciels. Il y a Audacity, il y a Adobe Audition, et même à travers l'IA, on peut traiter le son. Aujourd'hui, le logiciel Adobe Premiere Pro, à travers le site Adobe, a développé une IA qui permet de traiter le son. Pour ceux qui font les voix off, pour ceux qui font pour ceux qui filment, qui enregistrent les sons pour mettre sous leur vidéo, tu fais ton son, tu fais ta voix off depuis ton téléphone portable et tu vas sur le site d'Adobe, tu téléverses l'audio, le logiciel va traiter le son et te permet de télécharger ce son dans le format MP4 ou le format Wave. Donc, on a la possibilité de traiter son son à travers l'IA aussi. Donc, c'est important de se mettre à jour, de faire la mise à niveau concernant les IA, concernant des logiciels permettant de traiter, permettant de faciliter l'édition du son. Alors, lorsque nous allons finir tout ça, c'est-à-dire qu'on va faire notre scénario, on va faire notre storyboard, on va aller sur notre tournage, on a défini nos cadres, on va faire nos plans, choisir des mouvements caméra, on va décider de stabiliser nos images à travers des trépieds, on va bien configurer nos caméras, on va encore utiliser de la lumière pour mieux éclairer nos sujets, pour mieux éclairer nos décors. Lorsqu'on a tous ces éléments maintenant, on va à la post-production qui est le montage vidéo. Alors, le montage, c'est une étape où toutes les séquences enregistrées sont assemblées pour donner un rythme, une fluidité, un impact visuel au projet final. Donc, un bon montage peut capter l'attention, tout comme un montage mal fait, mais le contenu est bon, peut faire fuir l'audience.
Je prends un exemple. On peut filmer des vidéos et donner à deux monteurs différents et leur demander de faire un montage. Et ces deux montages peuvent susciter différentes émotions dépendant des personnes qui regardent. On peut regarder un montage et puis je peux dire que le montage peut être vraiment penché sur l'émotion. Le monteur peut choisir une musique émotionnelle, jouer avec les ralentis, d'où le choix de la cadence d'image qui est très important depuis la configuration de la caméra. Donc, tenir compte de ça, mettre des plans qui suscitent l'émotion chez le public, la fluidité, bien raconter l'histoire, comment agencer les plans, les rushs, les séquences, etc. Tout comme un second monteur peut donner un autre rythme à cette vidéo. Donc, lui, quand on a regardé sa vidéo, bon, le premier, on était triste, mais le second, on a regardé la vidéo et là, on était vraiment émerveillé ou on avait un autre sentiment qui nous animait. Donc, le montage, c'est là où on fait le choix des meilleurs plans. Des meilleurs plans, le déruchage, qui est une phase importante. Lorsque je finis mon tournage, j'ai défini mes plans depuis mon storyboard. Je dois faire ce qu'on appelle le déruchage. C'est-à-dire que je dois regarder tous les plans que j'ai filmés et choisir les meilleurs plans. Enlever les plans où peut-être la caméra tremble, si on ne peut pas les récupérer, on ne peut pas les stabiliser. Enlever les plans où l'acteur, il a beaucoup titubé, il a beaucoup balbutié, il s'est trompé. Enlever des plans où peut-être pendant l'enregistrement, on voit un membre de l'équipe technique ou une personne qui ne savait pas qui est sortie dans l'image. Écouter les pistes audio, les pistes sonores, toutes les pistes, choisir les meilleures, les synchroniser avec les rushs. Donc, c'est là que se définit vraiment le rythme du montage. Tout dépend aussi du style de la vidéo, comme je l'ai dit. Un montage d'un clip vidéo, d'une publicité, des contenus courts, c'est généralement un style particulier. Par contre, un montage d'interview, de documentaire, de film, d'auteur, il y a un style particulier. Généralement, ces montages sont dans le style un peu lent. Par contre, les clips vidéo, les clips musicaux, dépendant aussi du clip, c'est beaucoup plus rythmé. On a beaucoup plus de mouvements. Donc, on sollicite quoi? Des gimbals, on sollicite quoi? Des stabilisateurs. Donc, je ne peux pas énumérer tout parce qu'il n'y a aucune loi universelle, il n'y a aucune règle qui dit que forcément quand on fait ça, on a ce résultat. Donc, je vous invite déjà à passer à la pratique parce que moi, la théorie, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais lorsqu'on est à la pratique, on est sur le set, c'est là qu'on découvre beaucoup de choses. Et par moments, on peut prévoir des choses, mais lorsqu'on arrive sur le set, on se rend compte que tout ce qu'on a prévu nous a pas été utile dans un sens où le décor a changé, il y a eu des choses qu'on n'a pas pris en compte qui ont changé littéralement. Donc, le montage, c'est la post-production, c'est l'un des éléments, c'est l'une des phases où se définit tout en fait. Se définit tout. Alors, on va dynamiser notre montage en faisant quoi? On va ajouter des musiques, on va ajouter des effets visuels, on va ajouter des transitions, des textes. Si c'est un reportage, on veut expliquer, on va ajouter des textes pour situer le contexte, de quoi parle la vidéo, le sous-titrage, etc. Des animations, des effets visuels. Si on est dans un film, on veut faire plus d'effets. Un film d'animation, on va, on va faire des animations sur d'autres logiciels, After Effects ou des logiciels de 3D, d'animation qu'on va rajouter à notre montage. Donc, c'est encore plus vaste, pardon, plus complexe. On va utiliser des transitions. On va même étalonner notre vidéo, c'est-à-dire donner une couleur qui va, qui va nous plonger en fait dans l'émotion qu'on veut transmettre. Je prends un exemple. Lorsqu'on filme une vidéo, la couleur, l'étalonnage se définit en fonction du type de vidéo qu'on fait. Lorsqu'on est dehors, on est dans un climat, je peux dire où il fait beaucoup chaud, on est en Afrique. On a tendance à avoir des styles d'étalonnage bien plus réchauffés. Montrer la chaleur, montrer que voilà, il fait chaud, montrer que les couleurs sont poussées, etc. Parfois, on est dans des styles orange, légèrement jaune, mais bon, tout ça reste à définir avec l'étalonneur qui est aussi un métier différent du montage.
Dans le monde professionnel, le monteur, c'est celui qui assemble, qui fait le découpage, qui met la musique, qui finalise tout. Mais il y a aussi l'étalonneur, il y a aussi l'ingénieur son qui travaille les pistes audio, il y a même le spécialiste en effets visuels. Donc, chaque poste est bien défini. Mais pour un montage généraliste, pour un reportage, ou une vidéo qu'on veut soumettre au concours Wiki Love Africa Fan Club, où on n'a pas besoin de toutes ces étapes parce qu'on va avoir ici les techniques qui nous permettront de pouvoir étalonner naturellement, tenant compte du profil d'image qu'on a choisi depuis le tournage. Donc, c'est bien plus facile à suivre son workflow pour avoir un rendu acceptable, un rendu bon. Maintenant, lorsqu'on est dans un cadre professionnel, là, nécessairement, on fera appel à des personnes bien plus habilitées à faire ce travail. Du coup, lorsqu'on a tout assemblé, tout enchaîné, on est dans notre éditeur, on a fini de découper toutes nos pistes audio sur notre timeline, on a les informations qu'il faut, on a regardé notre vidéo depuis le moniteur source, on est convaincu, on passe à l'export. L'exportation, où on va rendre notre vidéo depuis l'éditeur à un fichier vidéo, c'est-à-dire hors de l'éditeur. C'est-à-dire on l'avait en amont dans l'éditeur, on veut l'exporter pour le diffuser sur notre support, le diffuser sur notre télévision, pour l'amener sur notre smartphone. D'où l'encodage. Donc, l'encodage est une partie qui dépend aussi de la plateforme de diffusion. L'encodage comprend la résolution et le format, qui sont deux paramètres différents. On avait plutôt parlé de la résolution lorsqu'on était un peu plus haut. On avait parlé du format, de la Full HD, de la 4K, de la 6K, de la 8K, qui est la résolution. Et le format, qui est le format MP4, MOV, AVI, FLV, il y en a plusieurs, on ne peut pas tous les citer. Donc, dépendant de la plateforme pour laquelle on exporte notre contenu, on tient compte de notre format et de notre résolution. Si je veux diffuser ma vidéo sur Facebook, je n'ai pas besoin d'encoder ma vidéo en 8K. En 4K, je peux, mais généralement, la Full HD suffit largement. Full HD MP4, c'est l'une des normes qui suffit largement pour encoder ma vidéo. Si je veux l'envoyer sur YouTube, depuis mon éditeur, je dois monter les débits cibles, je dois tenir compte de la résolution, je dois la mettre en 8K parce que quand je filme en 8K ou j'ai encodé ma vidéo en 8K, j'ai une large résolution. Et pourquoi même il est important de filmer en 8K? Je l'avais dit bien encore plus haut. Lorsqu'on a une résolution large, on avance vite. Par exemple, on doit filmer un sujet et on a un seul plan à faire. On n'a pas la possibilité d'avoir deux caméras. On n'a qu'un seul plan à faire. On filme en une très haute résolution. Et après, on pourra faire des crops de l'image. C'est-à-dire, on pourra zoomer sans perdre en qualité. On pourra zoomer dans l'image, on pourra choisir des parties de l'image qui nous intéressent sans perdre en qualité et on pourra avancer, ça pourra dynamiser notre montage. Oui, le format WebM, merci. Le format WebM, qui est le format utilisé par la plateforme Commons, il y a plusieurs manières d'avoir ce format. De base, les éditeurs, dans l'éditeur de montage, il n'est pas inclus le format WebM. Donc, cela nécessite le téléchargement d'un plugin qu'on peut trouver un peu partout sur les plateformes, sur Google, sur les sites, sur YouTube. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai un lien où ils pourront télécharger le format WebM. Si on n'a pas la possibilité de télécharger, on a des applications qui nous permettent de convertir ce format notre vidéo en format WebM. On a l'application Handbrake pour ceux qui utilisent le Mac. Je ne sais pas si ça passe sur Windows, mais avec Handbrake, on téléverse notre vidéo dans le logiciel. On a la possibilité de choisir le format qu'on souhaite. On a la possibilité de convertir notre vidéo dans le format WebM.
On a aussi le logiciel Format Factory sur Windows qui permet aussi d'avoir le format WebM. Donc, une fois que tous ces éléments sont rassemblés, on a, on a la capacité d'avoir notre belle vidéo, notre beau rendu. On a tout ce qu'il nous faut. Voilà les paramètres d'export. On a les différentes plateformes, dépendant de où est-ce qu'on veut publier notre vidéo. On peut les connecter et depuis notre éditeur, envoyer directement la vidéo sur ce canal, sur ce support pour une diffusion optimale, dépendant des résolutions de notre plateforme et dépendant du contenu vidéo qu'on a. Donc, à l'export, on tient compte de la plateforme sur laquelle on veut diffuser notre vidéo, de la résolution de notre vidéo. Et voilà, je pense que on a tout maintenant. On peut exporter librement notre vidéo. Donc, je ne sais pas si on a des questions, si il y a des questions à poser. Il n'y a pas eu de questions déjà depuis le début. Je ne sais pas si on m'a compris, si je me suis fait comprendre, si quelqu'un a un mot à dire. Je suis disponible, je suis ouvert. Oui, allez-y, Cyril, activez votre micro et posez la question. Alors, merci beaucoup pour le cours de tout à l'heure. Je pense que c'est un cours vraiment enrichissant. Ça me permet déjà mes premiers cours de cinématographie, Oui, de son jusqu'à la prise d'image. Et oui, c'est très important. Et vraiment, je te remercie beaucoup. Je remercie également les participants qui sont actuellement ici. Alors, ma question est de savoir, déjà, ramener une vidéo sur commande. Déjà, si on passe pas à la convertir, c'est très difficile. Et je pense il y a des logiciels où on convertit les vidéos automatiquement. Et je oui, pense également il y a des catégories où une fois que tu mets, ou bien une fois que vous mettez l'image, ou bien une fois que vous mettez la vidéo, oui, automatiquement la vidéo euh, se convertit oui, automatiquement et ça prend la catégorie, ou bien le format initial pour les vidéos. Alors, maintenant, ma question est de savoir, il s'agit que Wikicommons on ne prend pas ou bien n'accepte pas n'importe image. Est-ce que c'est probable, c'est possible de récupérer les vidéos, vous voyez, c'est dans la nuit, mais du coup, il y a les couleurs, ou bien la température n'est pas vraiment idéale. Soit c'est le noir, soit c'est le blanc, soit l'image n'est pas vraiment claire comme telle. Est-ce oui. que à ce niveau, Wikicommons accepte ce genre d'images, ce genre de vidéos, ou bien il y a vraiment des recommandations pour ça. Pourquoi je le dis par contre, moi, c'est peut-être pour que j'apprenne aussi, hein, pourquoi je le dis par contre, il y a parfois des participants qui veulent parfois téléverser ce genre de vidéos, ce genre d'images. Après, ils se retrouvent parfois à un stade ou à un niveau. Ces images sont vraiment supprimées. Par contre, l'image n'est pas vraiment ça. L'éclat ne donne pas seulement ça, en fait. Et dans la prise des images, je pense qu'il y a des températures qui sont données. Soit c'est interdit de prendre les images quand il y a le soleil, il faut prendre les images quand le soleil se couche, quand il n'y a pas beaucoup de cadres. Tout ça, ce sont des étapes où nous également, nous pouvons quand même savoir pour nous permettre de ne pas tomber dans quelques difficultés. Oui. Alors, merci Cyril. Très bonne question. Déjà, la question que vous avez posée, bon, c'est plutôt aux organisateurs de Wiki de répondre à ça. C'est à eux de décider s'ils accepteront ta vidéo ou pas. Pour moi, ici, je ne fais que te donner les astuces qui te permettront d'éviter que ta vidéo soit recalée. D'où comment avoir une belle vidéo, comment exposer son sujet. Et lorsque vous parliez, pardon, de température, d'exposition, tout à l'heure, à la page de ma formation, voilà,
Voilà, attendez. Voilà. J'avais parlé de ISO, histogramme, white balance et ouverture. Ce sont des éléments indispensables qui vous permettent de savoir si ta vidéo est sous-exposée ou pas. À travers l'histogramme, lorsque l'onde est au milieu, on comprend que c'est dans les normes. Mais quand ça se trouve complètement à gauche, ça veut dire qu'on est sous-exposé. Et quand c'est complètement à droite, ça veut dire qu'on est surexposé. Donc, pour qu'une vidéo puisse être acceptée, une vidéo qu'on peut la qualifier de belle, il faut tenir compte de la configuration depuis le tournage, d'où la préparation. C'est-à-dire que je vais filmer une vidéo à Douala, par exemple, dans les rues. Je sais que la ruelle est très peu éclairée, donc je cherche quoi? Une lampe, une lumière artificielle, où je me mets en dessous d'un lampadaire qui éclaire le quartier. Maintenant, attention, ce qui nous ramène à la colorimétrie, parce que si des lumières qu'on a coutume de voir ici, des lumières jaunes ou oranges, etc., si c'est en dessous de cette lumière que je filme et que je n'ai pas une autre lumière pour créer une ambiance ou un cocktail après, bon, vous voyez que c'est la lumière jaune qui va dominer et ça fait que mon image sera très réchauffée. Donc, à la fin, dans le choix des meilleures vidéos, des meilleures catégories, ou bien dans le choix de la qualité de contrôle, on comprend qu'automatiquement notre vidéo sera éliminée parce que ça ne respecte pas la couleur n'est pas bonne, c'est sous-exposé, c'est surexposé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est pourquoi il faut très bien exposer son sujet. Il faut tenir compte de la lumière pour pouvoir filmer. Et la lumière du jour, je l'ai dit ici, je l'ai dit que la lumière du jour, elle varie. Donc, tu ne peux pas te baser sur la lumière du jour pour faire un tournage. Pour une interview, oui, mais on suppose que tu as calé tout ton décor, tout se passe bien, voilà. Maintenant, il peut arriver des cas où, par exemple, tu es reporter, tu es journaliste, tu vas à un match de football et les footballeurs sortent, il est, par exemple, 13 heures. Bon, ce n'était pas prévu. Tu n'as pas eu le temps de configurer ta scène, de configurer ton décor. Donc, c'est tombé de manière inopinée sur toi comme ça et tu as ta caméra. Bon, là, à partir de ce moment, tu vas configurer ta caméra en fonction de là où tu te trouves. Je ne sais pas si tu me comprends. D'où tu vas venir à l'ISO et l'histogramme pour la white balance et l'ouverture de ta focale. Tu vas tenir compte de tout ça. Si tu veux avoir une zone de netteté faible, une zone de netteté large, si tu veux avoir un sujet bien exposé, regardez aussi la direction du soleil. Parce que quand on n'a pas de lumière artificielle, on se place toujours, on donne dos au soleil. Comme ça, le soleil éclaire notre sujet de face. Tu vois. Maintenant, pour bénéficier aussi de ce type d'éclairage, il y a des heures. En vidéo, il y a ce qu'on appelle l'heure magique. On ne tourne pas à midi pile, quand il fait chaud. Non, nos images seront cramées. Si vous remarquez bien dans les grandes productions hollywoodiennes, il y a ce qu'on appelle des diffuseurs qu'ils mettent au-dessus des acteurs. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de filtre qui filtre la lumière du soleil au-dessus du sujet, à gauche, à droite, ou quand ils doivent tourner contre le soleil, ils utilisent un réflecteur. Un réflecteur, c'est un accessoire à base d'aluminium, ça peut être un miroir qui est placé face au soleil et qui ramène la lumière sur le visage de notre sujet. Donc, l'heure magique, c'est important. Généralement, pour avoir de belles vidéos, c'est lorsque le soleil se couche. Lorsqu'on tend vers le coucher du soleil, voilà, le temps est clément, il est tendre, ou au lever du soleil. Ben, vous savez, on ne se réveille pas tous vides ici, donc on préfère attendre le coucher. Voilà, là, on filme tranquillement, calmement. Donc, je ne sais pas si vous m'avez compris. S'il y a d'autres questions aussi, je reste disponible. OK. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette formation. Je pense qu'on a appris ensemble quelques techniques de base qui nous permettront de mieux filmer, d'avoir de beaux rendus et de choisir nos matériels dépendant de ce qu'on va faire, dépendant de ce qu'on va filmer. Maintenant, une fois en post-production, ça va dynamiser, gagner en temps, ne pas se perdre, ne pas tergiverser. Donc, j'aimerais ici remercier les organisateurs, Hilary, Florence, Ayla et toute l'équipe derrière
de m'avoir permis de m'exprimer devant vous ici, la communauté des Wikimédiens. Aussi, remerciement spécial à Mansita Konaté, ma collaboratrice, avec qui je co-organise le concours Wikilove Africa en Côte d'Ivoire. Donc, merci à tous et bonne fin de soirée.